C'est quoi? C'est des gélules? C'est de la poudre? Tu la sniffes? Sa version pour... Non, c'est vrai. Moi aussi, il me faut les images. Jusqu'à présent, on a lu tous les commentaires puisque les podcasts n'ont pas encore été postés et il y en a eu 0. Le MBTI, c'est de la merde. Alors, c'est pas la forme la plus biodisponible, c'est ça? Eh ben, tu mangeras plus de noix, voilà. Ne nous écoutez surtout pas. Ne nous écoutez surtout pas, ouais, ça c'est important parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Alors, bonsoir pour ce deuxième épisode de Flotoyo, le podcast le plus écouté du game. Aujourd'hui, il y a débat sur le MBTI et les types MBTI. Non, mais ça va. On a une personne qui s'y connaît énormément et qui est passionnée par le MBTI. C'est Flo. Et de l'autre côté, on a To qui est plutôt sceptique et qui pense que le MBTI, c'est de la merde. Oui, Alors, qui veut commencer? qui va se Mais failliter. là, on dirait genre, tu sais, l'émission Le Crayon. Ouais. Où, tu sais, tu mets Moi, j'aime bien. personne Moi, j'aime opposée. beaucoup. J'aime Bah beaucoup. Non, moi, j'aime pas parce que je suis pas dans la Bon, position de présentateur. Est-ce que si vous voulez, on peut commencer par dire c'est quoi nos personnalités? Vous l'avez fait le test ou pas? Il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Je pense que Flo est capable de nous Alors, analyser en direct. Et est-ce que les auditeurs arriveront à deviner? Non, mais au bout d'un podcast, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué, hein, ça fait que le deuxième épisode qu'on parle. Mais alors, juste un truc, on est d'accord que tu n'as jamais donné ton type MBTI à Flo? Si. Non, jamais. Pourtant, et Flo connaît ton type MBTI. Non, je pense que personne ne connaît le MBTI de l'autre. Je pense que Flo, il connaît ton MBTI. Ah oui? Ouais. Allez, vas-y. Ok. ENFP. Et c'est quoi déjà le... Parce que j'ai pas avec les initiales, c'est quoi déjà? Tu vois, lui aussi, il faut les dessins. Moi, en fait, je crois que c'est ça, mais c'est quoi le nom? Parce que tu sais, t'as médiateur, tu as... Ah, mais ça, c'est la version pour enfants. Je retiens sa pas. version pour... Non, c'est vrai. Moi aussi, il me faut les images. Mais tape. Attends, t'as dit quoi? NFP? Ok, Tape on va chercher. 16 personnalités MBTI, tu auras les dessins. En fait, pour expliquer, c'est un site, ces personnalités, qui a essayé de simplifier ça et qui a mis dans des catégories et Oui, qui a c'est vraiment ça. fait des schémas, C'est des dessins, C'est NFP. et qui a mis un petit nom rigolo. Mais c'est extrêmement réducteur. Mais en fait, pour moi, le MBTI, c'est un peu comme un horoscope, en fait. Parce que, en gros, mais moi, je t'explique vraiment. En fait, j'ai l'impression que ça a été conçu un peu comme les signes du zodiaque, tu sais, quand ils te font toutes les semaines ils te font, en gros, ils te disent tes conseils en amour et tout, et qu'en fait, tu te dis, mais en fait, c'est exactement ma situation. Et en fait, ça joue énormément sur un levier psychologique, en fait. C'est le biais de confirmation. Et c'est quand on a lu un texte qui ressemble finalement un peu, et en fait c'est souvent la manière comment c'est écrit, c'est un peu générique en fait, et t'es convaincu parce que tu l'interprètes un peu à ta manière, et c'est écrit d'une certaine manière pour justement que ça corresponde à tout le monde, et c'est ça qui est fou en fait. Comment c'est possible que le MBTI ça corresponde forcément à ta personnalité, tu vois, alors que même une personnalité pour moi c'est quand même beaucoup plus complexe que de répondre à un questionnaire de 20 questions quoi. Et je veux dire, quand les psychologues ils font des tests psychologiques, c'est quand même beaucoup plus poussé. Je veux dire, tu peux pas deviner une personnalité d'une personne juste en faisant un questionnaire de je sais pas combien de questions, tu vois. Alors, si je peux répondre à ça, je dirais que Flo a trouvé ton test ta personnalité sans te poser aucune question, juste parce qu'il te connaît. Donc, est-ce que c'est vraiment comme un horoscope? Ensuite, et je pense que c'est ce que tu allais dire peut-être, c'est que ça dépend, il faut prendre le MBTI pour ce que c'est. C'est pas vraiment des types de personnalité, c'est plus des types psychologiques. C'est plutôt analyser comment tu as tendance à réfléchir dans la vie, que t'as telle personnalité, donc t'es ceci, cela, t'es machin. Tu peux avoir deux personnes qui ont le même type MBTI qui sont complètement différentes. Mais c'est juste des circuits de pensée, des modes de réflexion qui vont être similaires. Et je pense que c'est plus ça. Et que, évidemment, moi je sais que je plaisante beaucoup avec Flo là-dessus en l'interprétant comme un horoscope, parce que ça l'énerve justement. Oui. Et peut-être que toi tu peux plus répondre à ça, mais c'est ça, je pense, c'est qu'il faut pas le prendre pour un horoscope ou pour une vérité absolue et déterministe. Oui, c'est clair. Alors, je tiens à préciser que c'est Yo qui a lancé le sujet, et du coup il fait que rire. Mais oui, en fait, c'est bien résumé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça comme un horoscope. Et effectivement, ça donne cette image-là, qui est une mauvaise image,
Mais c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui connaissent assez peu et l'utilisent vraiment comme si c'était une vérité absolue. Et c'est ça qui est bon à préciser. Mais comme tu as dit, en réalité, c'est plus en fait un schéma de pensée. Chacun va en avoir un différent, mais il y en a, ça va être plutôt similaire. En fait, il faut voir ça un peu comme un jeu vidéo. Genre, t'aimes bien Elden Ring, vous deux. Vous pouvez commencer avec un type de personnage différent. Et chaque type de personnage sera plus fort à certaines choses et moins fort à certaines. Mais c'est un peu la même chose, en fait. Voilà. Ok. Mais alors, explique-moi comment ça se fait, parce que... Alors, je t'explique, parce que c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu... ça m'a un peu emballé, en fait, justement, d'avoir ce MBTI, parce que on nous l'avait présenté, je me rappelle, quand on était à notre école. En fait, c'était une professeure qui l'avait présenté. En gros, elle avait dit, faites un bilan de compétences, ça peut aider au niveau professionnel pour vous repérer après les études. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas, en fait. Et en fait, elle nous faisait faire des tests qu'elle avait trouvés sur Internet, dont notamment le MBTI, que le site est plutôt bien fait. Il te montre en plus les personnalités à qui tu ressembles, donc c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai que j'étais un peu convaincu, mais le truc, c'est que j'avais fait le test, je sais pas, mettons, j'avais fait en 2019, et 3 ans après, pourtant, je considère pas qu'une personnalité, ça change du jour au lendemain. Je veux dire, c'est pas non plus un point qui va beaucoup bouger. J'ai refait le test. Et en fait, le premier test, c'était aspirateur. Ça, c'est ce que tu viens de dire, NFP. C'est mon type de personnalité, donc bravo, tu l'as bien deviné. Mais quand j'ai refait le test, en fait, je me suis retrouvé avec un autre résultat. Et c'est très bizarre, en fait, juste parce que j'avais des questions, je sais pas si c'est les mêmes qui les posent à chaque fois. Je sais pas du tout. Mais en fait, il suffisait que je changeais un peu la nuance, parce que par rapport à mon humeur du moment, ça m'est arrivé à un moment, par exemple, une des questions, c'était plus sur l'aspect social. Est-ce que tu aimes bien fréquenter les personnes, t'aimes bien parler avec eux? Il y a des phases dans ma vie où j'étais vraiment hypé pour aller rencontrer des gens, et des moments où j'étais pas du tout hypé, parce que j'avais rencontré tellement de gens qu'à un moment, j'avais envie de me poser et pas forcément parler à tout le monde. Et en fait, ça avait complètement changé, le MBTI. Alors, est-ce que ça varie pas quand même un peu avec les humeurs du moment, parce qu'une personnalité, c'est quand même censé être quelque chose qui bouge pas, quoi. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne suis pas psychologue. C'est juste un sujet qui m'intéresse, mais j'ai pas approfondi. Bon, j'ai un peu approfondi, mais pas tant. Non, je pense pas qu'on puisse changer véritablement. Le test, en fait, en réalité, un test, c'est pas une vérité absolue. En fait, ça va donner une indication. Et après, c'est à soi-même de se renseigner suffisamment pour avoir suffisamment d'informations et pouvoir comprendre si ça correspond ou pas. Aussi, idéalement, de connaître des personnes qui s'y connaissent un petit peu et de pouvoir confronter les avis et leur demander ce qu'ils en pensent. Ensuite, en réalité, à la base, ça venait d'un psychologue, Jung, et après, ça a été développé par deux autres personnes qui sont basées sur les travaux de Jung, qui ont développé ça donc en 16 catégories. Et là, il y a deux autres personnes que j'aime beaucoup. C'est Objective Personality. C'est un couple américain qui ont encore développé ça et qui ont poussé encore plus loin. Ce qui fait que normalement, là, de ce qu'on connaît, il y a 16 types. Et avec eux, il y en a beaucoup plus, 300. Et en fait, c'est des sous-catégories. Et c'est comme disait Yo, deux personnes d'un même type vont pas forcément se ressembler identiques. Ça paraît logique. Donc en fait, il va y avoir des points communs, mais des sous-catégories. Par exemple, un ENFP, il y aura 6 ou 7 catégories d'ENFP différents, voire plus. Voilà. Si tu nous expliquais, parce qu'on parle du MBTI, mais on n'a pas tout expliqué, si tu nous expliquais en partant du plus général et en descendant au plus spécifique, donc je crois qu'il y a 4 grandes familles, si on prend le tableau avec les jolis dessins, avec les personnages, si tu nous expliquais les quatre familles, et après d'aller descendre dans les personnalités, et surtout de comment ça marche avec les lettres, ce qu'ils appellent, comment ça s'appelle les fonctions. Donc si tu partais du général et de nous expliquer tout ça, juste pour poser un peu le cadre, pour expliquer à quelqu'un qui a jamais entendu parler du MBTI ce que c'est. Flemme, aller regarder des vidéos YouTube qui parlent de ça. Non, je suis très mauvais pédagogue, mais pour dire aller très simplement, va y avoir ce qu'on appelle des fonctions, et il y aura 4 fonctions, et sur ces 4 là,
on va les sous-catégoriser en 2 catégories, donc 2 fonctions d'observation et 2 fonctions de décision. Et les fonctions, chacune, ça va avoir une vers le monde intérieur et le monde extérieur. Donc typiquement les fonctions de décision, il y en a une, ça va être pour soi, et une, ça va être pour les autres. Donc vraiment toutes les décisions altruistes faites pour les autres et toutes les décisions qui définissent sa personnalité. Pareil pour les fonctions d'observation, tout ce qui est observation du monde extérieur, et tout ce qu'on a observé avec le monde extérieur, on va l'analyser seul, donc les observations introverties. Ensuite, chaque fonction est différente, donc il y en a qui vont être plus axés sur la logique, plus sur les sentiments, etc. D'autres plus sur tout ce qui est sensoriel, ou ce qui est plus du domaine de l'intuition. Voilà. Et donc si on mixe un petit peu tout ça, ça fait différentes catégories qui se mélangent. Et si vous regardez sur le site C'est Personality, effectivement, eux, ils ont classifié ça 2 groupes intuitifs et 2 groupes sensoriels. En très 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 gros, pour ça schématiser. Ok. C'est intéressant. Ouais. Bah après, moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus prendre une température, en fait, plus pour avoir des pistes sur comment tu fonctionnes, plus qu'un vrai test que tu vas valider vraiment toute ta vie avec les résultats, quoi. C'est parce que je pense qu'il y a quand même le fait que ça soit un test que tu fasses en ligne. Après, j'imagine qu'il y a des tests où c'est plus précis, ou en fait je pense qu'un test psychologique il faut pas que tu anticipes pour qu'on comprenne réellement qui tu es, parce qu'il y a toujours un biais quand tu fais des questionnaires comme ça, c'est que tu vas vouloir tendance à modifier les réponses pour qu'elles soient plus valorisantes pour toi. Je sais pas si tu vois, parce qu'il y a peut-être des questions, on se dit, par exemple, je sais pas, mais est-ce que tu aimes bien beaucoup travailler ou pas travailler? Enfin, je sais pas, mais peut-être ta propre perception va dire que tu travailles pas tant que ça, mais ton entourage va dire, ah non, en fait, tu travailles énormément, en fait, pour nous, tu vois. Donc, en fait, ça peut créer des biais, parce que des fois, on se connaît pas vraiment à fond, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est vrai que pour prendre un thermomètre, c'est bien. Pour après, peut-être l'approfondir avec un vrai psychologue. Dire est-ce que c'est plus sur ce genre de personnalité que j'ai, et le confirmer avec lui, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une indication, mais ce n'est pas fiable du tout. Et évidemment, quand on y répond, on peut être biaisé soi-même, et il faut pas prendre le résultat comme si c'était une vérité absolue. On peut se tromper. Et surtout au début, c'est assez dur de s'auto-analyser, et évidemment, il y a des questions, on peut répondre à côté. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, en réalité, ça peut donner une indication, mais c'est bien aussi de se renseigner, essayer de comprendre, de voir si ça correspond, et également de voir si jamais il y a des personnes qui connaissent dans notre entourage, leur demander un avis, etc. Mais la base, il faut vraiment arriver à comprendre soi-même et voir si ça correspond ou pas. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et c'est tout à fait OK de ne pas trouver un résultat qui est proche au début. C'est normal, c'est un long chemin. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres tests? Parce qu'en vrai, je suis curieux, parce que le MBTI, il est quand même très populaire. Mais est-ce que tu as déjà fait d'autres tests qui permettent aussi de confirmer un peu les personnalités? Alors, oui. Parmi les plus connus, il y a le Big Five, il y a l'Ennéagramme. Et je les trouve pas aussi précis que le MBTI. Je trouve que ça reste en surface. Ça peut être bien en complément, mais vraiment ça va pas aussi loin, je trouve. Ça reste vraiment un petit peu trop superficiel à mon goût, même si certains psychologues canadiens les préfèrent au MBTI, mais bon, ça c'est un avis. Mais ouais, justement, tu parles de Peterson qui dit que exactement en fait ce que tu disais tôt, c'est que le MBTI c'est un peu un horoscope, et que du coup tout le monde le prend à sa sauce et fait n'importe quoi. Et surtout, il dit le MBTI n'est pas du tout un bon indicateur de performance pour les entreprises. Moi, quand je l'avais écouté, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à utiliser il parlait ça. de ça parce que lui, il est psychologue, et il dit les entreprises nous demandent des tests psychologiques pour recruter. Ouais, et lui, il dit le MBTI sert pas du tout à ça. Et oui, en fait, tu vois, pourquoi pas. Il faut le prendre pour ce que c'est. Et non, le MBTI n'est pas un indicateur de performance pour les entreprises. Par contre, moi, je trouve que ça reste intéressant pour simplement mieux se connaître.
et faire un peu de la psychanalyse tout seul et de comprendre pourquoi quand il s'est passé telle chose dans ta vie, bah, tu l'as plutôt vécu comme ça et pourquoi ça t'a fait ressentir ça et ce genre de choses. Je pense que le MBTI est très intéressant pour ça et pas pour t'en servir comme horoscope et prédire l'avenir et tout. C'est vrai qu'on a un peu tendance facilement à, quand on parle là-dedans, à dire ah mais j'ai vécu ça comme ça parce que je suis ce type-là. Mais je pense qu'en poussant plus loin dans les fonctions, on peut aller faire de l'introspection beaucoup plus poussée que juste de dire ah bah oui c'est normal, je suis taureau, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, tu vois. Non, tu as encore une fois très bien résumé. Je vais te laisser le micro tout le temps. Que ce soit pas forcément adapté aux entreprises, j'ai pas eu la question, donc c'est tout à fait possible. En revanche, que ce soit utile pour soi-même dans sa vie privée, mieux se connaître et essayer de s'améliorer, oui, je pense que c'est tout à fait utile. En tout cas, moi, ça marche très bien sur moi et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Ensuite, il y a une autre chose qui est super intéressante, c'est l'intelligence collective. Donc en fait, quand tu as un problème qui arrive dans la vie, tu peux trouver sur Internet des personnes qui ont eu le même type et qui ont les mêmes expériences de vie. Et souvent, alors de ce que j'ai remarqué, les personnes qui ont le même type ont tendance à avoir certains problèmes en commun. Et le fait d'aller sur des forums, par exemple, tu peux avoir une réponse ou des avis de personnes qui ont déjà vécu ça avant toi et qui ont déjà expérimenté certaines choses pour trouver une solution. Et je trouve ça super intéressant. Et donc c'est un outil puissant, tout simplement, pour le bien. Et il faut le prendre pour ce que c'est, bien évidemment. Même si je pense qu'on peut se servir pour beaucoup de choses. Mais bon. Alors comment devenir riche quand on est INFP? Alors très bonne question, là, je n'ai pas de réponse à ça pour le moment. Non, plus sérieusement, je pense pas que ça puisse prédire quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense que c'est plus les problèmes du passé qu'on a eus et essayer de les surmonter et de comprendre pourquoi on les a eus. Et comme j'ai dit avec l'intelligence collective, ça peut peut-être mener à quelque chose d'intéressant. Ensuite, je voulais rebondir sur ce que To disait, sur le fait de changer de type. Effectivement, moi j'avais plutôt tendance à penser que tu as juste répondu différemment aux questions et que les questionnaires sont pas forcément assez précis, mais qu'en revanche ton type c'est toujours le même et ça restera toujours le même. Et que par contre ce que disait Flo, c'est que c'est possible que ton type reste le même, mais que tu t'améliores sur certaines fonctions, donc certaines façons de réfléchir. Mais ça, il faut que toi t'en parles des fonctions parce que ça reste assez abstrait. Alors juste, en gros, il y a 8 fonctions. Et on va dire c'est les 4 premières qu'on va avoir le plus facilement accès. Et la première et la deuxième, ça va être les plus faciles à avoir accès. Et en général, la quatrième, c'est la plus difficile. Et alors, il y en a qui disent que typiquement, dans les 10 premières années de notre vie, on développe la première. Ensuite, de 10 à 20 ans, la deuxième. Dans la trentaine, la troisième, etc. La quatrième à 40 ans. Alors, j'avais entendu des gens qui disaient que potentiellement, ça pourrait avoir un lien avec la crise de la quarantaine. Bon, je sais pas. Mais oui, on a tendance à s'améliorer et tout ce qui nous faisait défaut à la base quand on était petit, normalement, si tout va bien, on a de plus en plus de facilité à le faire avec le temps. Et je le constate avec moi à 100%. Tout ce qui m'était extrêmement dur quand j'étais enfant, j'ai beaucoup plus de facilité maintenant et c'est beaucoup moins insurmontable. Et le fait d'avoir conscience de ça, en fait, c'est juste comprendre. C'est pas une excuse comme avec un horoscope, ah ben c'est ça, ok, c'est bon. Non, c'est juste une explication. Et une deuxième chose aussi que j'aime pas, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se servent de ça comme une excuse. Ah, je suis tel type, alors non, je suis tel type, alors je fais ça, non. C'est juste une explication. Et justement, si tu as conscience de ça et tu sais pourquoi, d'où ça vient, bah, le but c'est de s'améliorer en fait. Et de tout faire pour être meilleur, tout simplement. Est-ce que tu peux nous décrire les fonctions, toutes une par une? Non. Non, mais parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'un truc et c'est très très abstrait. Oui, c'est vrai que c'est abstrait. Alors, disons que pour les fonctions, dans les fonctions d'observation, il y a tout ce qui est du domaine de l'intuition et tout ce qui est du domaine de la sensation. Donc, il y a la sensation extravertie, introvertie, intuition extravertie, introvertie. Sensation, c'est tout ce qui va du monde concret, réel. Et tout ce qui est intuition, c'est du monde... Je caricature à fond. Pour ceux qui connaissent le MBTI, désolé, vous avez trouvé ça dégueulasse.
Mais ouais, tout ce qui est domaine de l'intuition, ça parle de soi-même. Pour les fonctions de décision, il y aura les fonctions. Alors ça va être. C'est difficile de traduire parce qu'à la base c'est en anglais, mais tout ce qui est sentiment et tout ce qui est réflexion. Voilà, tout ce qui est thinking et feeling. Et chacun. Donc en fait, il y aura une version introvertie, une version extravertie. Pensée introvertie, pensée extravertie. Donc par exemple, si on prend l'exemple de fonctions que vous avez tous les deux, FI, donc feeling introverti, ça va être les valeurs que vous avez pour vous et qui vous définissent. Donc c'est pour vous ce qui est votre monde intérieur et la définition de vous, ce que vous aimez, vos valeurs, moi aussi d'ailleurs. Et pour ce qui est des décisions extraverties, ça va être donc TE, donc la pensée extravertie, donc ça va être pour les autres, tout ce qui est altruiste, ça va être de la logique pour les autres. Là où d'autres personnes, par exemple, ce sera TI, ce sera de la logique, mais pour eux. Voilà. Ok, c'est super intéressant, ça je ne savais pas du tout. J'ai développé très très grossièrement. Désolé, j'ai très mal dit, mais si vous voulez regarder, il y a énormément de vidéos, que ce soit en français ou en anglais, qui développent ça extrêmement bien. Et d'ailleurs, si vous parlez anglais, il y a Objective Personality. Sinon, il y a Pierre Ikia en français qui fait des vidéos absolument excellentes pour débuter. D'accord. Et juste pour revenir par rapport aux personnalités, donc ça veut dire qu'en fait on s'améliore en termes de personnalité, et donc ça veut dire qu'il y a des personnalités qui sont plus intéressantes que d'autres. Est-ce qu'il y a des personnalités qui prédominent sur les autres? C'est ça, c'est une bonne question parce que... Oula. Comme tout dans la vie, on peut hiérarchiser. Après, je ne suis pas responsable de ça. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Alors, il y a des personnalités qui vont... Ouais. J'aime pas le mot personnalité, je préfère dire type, parce que personnalité pour moi c'est plus... ça n'a rien à voir en fait. Je préfère dire type, une typologie, ça a plus de sens. Je dirais qu'il y a des personnalités, des types pardon, qui sont plus intéressants pour soi en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, moi, à titre personnel, j'ai tendance à trouver certains types plus intéressants et à plus avoir entraîné avec eux. Par exemple, les NFP, comme vous deux, j'ai tendance à avoir une préférence et de trouver souvent assez sympathique. Voilà. Après, c'est moi, il y en a qui vont pas aimer, etc. Mais je pense que ça dépend de son type et aussi, c'est personnel, tout simplement. Mais il y en a qui disaient que, par exemple, quand il y avait des fonctions de décision en commun, il y avait tendance à plus facilement y avoir un match. Voilà. D'accord, et donc ça fait un peu, du coup, l'union fait un peu la force, et finalement ce sont les sommes de bonnes personnalités qui vont en fait permettre de créer des choses ensemble, en fait, un peu comme on fait avec le podcast. Donc peut-être c'est aussi lié, parce qu'on a des personnalités qui sont compatibles et qui sont en fait capables d'être amenés à travailler ensemble, parce qu'on a moins de friction en fait que si on travaille avec des personnalités qui sont pas forcément compatibles avec les autres. Est-ce que c'est un peu cette logique là finalement de... Il n'y a pas de mauvaises personnalités, toutes les personnalités sont bonnes, mais c'est juste qu'il faut trouver les bonnes compatibilités finalement, un peu comme l'horoscope. Non. Un peu comme les pièces d'un puzzle. Alors, oui, il y a certains points d'accroche qui vont être beaucoup plus simples, et je remarque qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à aller vers des types différents, d'autres non, et pourtant ils ont le même type même type. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais oui, l'union fait la force, comme tu le dis, et je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir une équipe avec des types totalement différents, notamment pour le travail ou un projet. Parce qu'en fait, on est plus fort, tout simplement. C'est-à-dire que les angles morts de l'un ne seront pas ceux de l'autre. Donc, il y a moyen de faire de bonnes choses, je pense, si on a des types différents. Voilà. Mais est-ce que du coup, en faisant ça, tu risques pas de créer plus de friction? Puisque tu disais, il y a certains types qui sont plus compatibles entre eux. Mais le problème, c'est que si tu mets que ces types-là, bah, tu te retrouves un peu dans une chambre à écho, comme dans les réseaux sociaux, où tu n'as que des gens qui sont du même type et qui auront du coup tous les mêmes forces et tous les mêmes faiblesses. Alors que si, comme tu l'as dit avant, tu mets un peu de tous les types, tu couvres plus d'angles morts, mais il risque d'y avoir moins de
moins de matchs entre les membres de l'équipe? Ben ça, c'est le problème des ressources humaines, hein. C'est le monde de l'entreprise. C'est faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble sans se taper dessus. Donc, c'est difficile de répondre à ça. En fait, quand tu es dans une entreprise, typiquement, on ne choisit pas ses collègues. Après, si tu fais des projets de par toi-même, tu peux avoir... c'est même étrange de ne pas faire ça. En général, tu vas avec des gens avec qui tu t'entends bien. Et même si c'est proche ou pas, ça marche tout simplement. Après, pour rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure, pour le monde de l'entreprise, il y a une autre façon de typer. C'est un lien avec les couleurs. Je me souviens plus du tout du nom. Et c'est une version MBTI, mais en ultra simplifié. Et apparemment, c'est ultra populaire dans le milieu de l'entreprise. C'est un pote en fait qui m'en a parlé. Il en parle mieux que moi. Faut l'inviter pour qu'il explique. Oui, c'est lui. Quoi? Ah, c'est horrible. Bon, bref. Est-ce que vous avez d'autres questions dessus Alors, vraiment, petit disclaimer, je suis désolé, j'explique ça très très mal, je suis pas un prof. Et j'ai beaucoup de mal à expliquer les choses. Quand je les ai compris pour moi-même, ça va, mais après expliquer aux autres, surtout quand c'est aussi dense et vaste. Après, tu as bien sourcé, il y a des références que les gens qui nous écoutent peuvent aller voir. Donc en vrai, s'ils veulent approfondir leur réflexion, ils pourront le faire sans problème. Hein. C'est génial, c'est super. En vrai, merci d'avoir expliqué parce que c'est vrai que le MBTI, je l'ai fait, je l'ai adoré, je l'ai haï, en fait, je l'ai pris dans tous les sens. Mais c'est vrai que en fait, il y a... je sais pas après, mais est-ce que tu as déjà vu que comme quoi c'était quand même controversé ou pas derrière? Parce qu'en fait, il y avait des articles comme quoi ils disaient que pas tout était forcément validé par la communauté scientifique sur le MBTI, même si c'est vrai que c'est en vrai c'est extrêmement pertinent. En vrai, maintenant que tu le dis, il y a des choses que on retrouve, mais encore une fois, comme c'est pas 100% fiable, et je pense qu'il n'y a aucun test psychologique qui est fiable finalement à 100%. Mais il faut toujours le prendre avec des pincettes et pas prendre tout pour acquis parce que il y a des gens par exemple qui peuvent être persuadés que c'est comme ça et leur vie est destinée de cette manière-là, mais en fait pas du tout quoi. Oui. Que ce soit validé par un consensus scientifique ou pas, j'ai envie de dire, pour moi, je trouve ça intéressant. Donc, pour moi, je l'utilise, que ce soit validé ou pas par un consensus scientifique. Après, pour être utilisé par des psychologues ou quoi, je comprends qu'il faut que ce soit validé. Maintenant, juste pour moi, personnellement, que ce soit validé ou pas, tant que je constate que c'est utile et que je l'utilise pour le bien, tout va bien. Et oui, comme tu disais, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Et en fait, c'est toujours pareil. Il y a une certaine partie de ceux qui ont fait le test ou qui l'ont utilisé qui voient ça comme si c'était un test quelle princesse Disney es-tu ou quelle maison Harry Potter est-ce que tu es. Ouais. Et je suis truc. Non, en fait. Et ils vont pas plus loin. Parce que c'est difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile à comprendre. Honnêtement, je sais pas, ça a dû me prendre au moins peut-être 1 an ou 2 pour vraiment comprendre. Vraiment, c'est très très long. Au début, c'est flou. Qu'est-ce que c'est une fonction, intuition, machin. Déjà, comprendre ça, en fait, c'est vraiment étape par étape. Et les vidéos que je vous ai dites sont très simples, très bien détaillées. Mais vraiment, ça prend du temps. Et eux-mêmes le disent, tous ceux qui sont un peu validés dans le domaine, disent que ça prend énormément de temps pour vraiment comprendre. Et en fait, c'est un peu comme des cours. On a étudié la leçon, très bien. Maintenant, comment on l'applique au monde réel? Donc là, en fait, on a compris, très bien, on a compris à quoi tout correspond. Et dans notre vie, est-ce qu'on arrive à le voir en fait? Et moi maintenant, je le vois en permanence. À chaque fois que des gens parlent, interagissent, je ne vois que ça. Mais vraiment, ça prend du temps. Et je pense que c'est le meilleur exercice à faire, c'est de premièrement comprendre et ensuite essayer de voir, essayer de comprendre dans notre vie, dans tout ce qu'on voit, dans notre environnement, comment ça fonctionne. Forcément. Et là, je sais pas pourquoi, mais en fait, je viens de me rappeler d'une conversation qu'on avait eue à un certain temps. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est peut-être celui que tu as cité au début. Mais il y avait un test avec les animaux. Tu sais, il y avait le dauphin, Oui. Ça, c'est quoi déjà comme test? Parce qu'on en avait parlé il y a un moment. Alors, en fait, c'était développé par un docteur américain. En fait,
Bon, alors, il classifie en 4 catégories les chronotypes. Et les chronotypes, c'est un lien avec le cercle circadien. Donc, selon lui, différentes possibilités, il y a différentes possibilités au niveau du sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, en fait, c'est typiquement dire, des personnes qui sont du matin, qui sont du soir. Donc, pour lui, il y en a qui vont... Là, je vois que tu fais les grands yeux, Yo. Il y en a qui... Alors, à quelques heures d'intervalle, il va dire qu'il y en a qui vont être plus productifs typiquement pour travailler le soir, d'autres plus le matin, etc. Voilà. Ok. Ouais, Et il d'accord, associe à des animaux pour rendre ça plus ludique. Mais voilà, par exemple, il y en a, il dit tout simplement, je crois qu'il disait le lion, c'est les personnes qui vont se lever tôt le matin et plutôt faire le travail le matin. Et loup, c'était ceux qui avaient tendance à se lever un peu plus tard et être productifs plutôt tard dans la soirée. Voilà. Est-ce que tu veux bitcher un peu? Moi, toujours par rapport au podcast auquel je faisais référence dans l'épisode précédent de Andrew Huberman, il en avait fait sur le sommeil et il parlait justement des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir. Et il expliquait que, en gros, en fait, un bon 99% des gens sont du... Enfin, il parlait des oiseaux de nuit. Et il disait 99% des gens sont pas des oiseaux de nuit. Même les gens en fait qui disent je suis plus productif la nuit, je suis plus productif le soir, que en fait scientifiquement tout le monde est calé sur le sur le rythme du soleil en fait, et que tout le monde est plus productif le jour et que en fait quand t'es plus productif le soir t'es juste un mec normal avec un rythme décalé en fait, et que c'est dans la majorité des cas c'est ça, et même après évidemment il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, mais qu'en fait la plupart des gens sont du matin, parce qu'en fait tout le monde est plus productif le matin, mais c'est juste que si ton rythme est décalé, forcément tu auras ton pic de productivité plus tard, mais qu'en fait de base, je dis des chiffres au pif, hein, j'ai dit 99%, mais qu'en fait la grande majorité des gens sont tous pareils à ce niveau-là. C'est juste si t'es décalé par rapport et que ton horloge interne est décalée, bah oui, ça décale tout. Et forcément, finalement, moi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus comme ça parce que j'avais fait un BTS en design graphique et en fait, ça a demandé énormément de temps pour réaliser tous les projets que j'avais. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, plus j'avançais dans l'âge, j'avais bien l'impression, comme tu disais en fait, que j'étais pas forcément productif la nuit parce que je pense que j'étais productif la nuit parce que j'étais pas super bien organisé et j'avais tendance à me disperser la journée parce qu'il y avait énormément de distractions en fait qui faisaient que la nuit était plus propice pour moi pour travailler parce qu'il y avait moins de distractions tout simplement. Mais à l'époque j'avais beaucoup plus d'énergie. Maintenant j'ai 30 ans, je pense que j'ai un peu changé, je suis un peu plus organisé donc j'arrive vraiment à faire toutes mes tâches la journée et le soir c'est vraiment pas du tout le moment pour faire des projets. Mais après je pense que c'est peut-être différent à chacun, mais c'est vrai que j'ai remarqué que je pensais que j'étais un oiseau de nuit sur le travail, carrément. Et à 30 ans, je me suis rendu compte que c'était plus du tout le cas. Donc c'est intéressant comme réflexion. Oui, alors c'est pas un sujet que j'ai creusé, il y a des sujets que je creuse énormément. Comme les métiers, voilà, je creuse énormément. Mais après, il y a des sujets, en fait, je m'intéresse à énormément de sujets, mais je reste assez superficiel parce que je peux pas m'intéresser à tout en profondeur. Mais il me semble que pour répondre à ce que tu disais, Yo, il avait fait un pourcentage, il me semble, ce professeur. Je me souviens plus du nom, je crois que ça commence par un B, professeur Bross. Et il disait que ceux qui étaient du matin vraiment très très tôt et très très tard, c'était un petit pourcentage. Il me semble que c'était genre 10% chacun. Et il y en a un autre, c'était quelqu'un qui était entre les deux, qui changeait. Et le gros de la population, c'était le rythme circadien classique qu'on connaît. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Et je me souviens plus exactement. En fait, je m'intéresse à ça parce que j'ai toujours un sommeil qui a un peu de très mauvaise qualité et j'ai du mal à être performant, donc c'était pour essayer de voir si j'étais du matin, du soir ou quoi, pour être plus performant et plus productif. Bon. Mais du coup, est-ce que tu as réussi Non. à faire quelque chose avec ça? C'est-à-dire que quand tu as fait ce test, est-ce que tu étais censé être plus un oiseau de nuit ou plus un oiseau de jour? Est-ce que tu as essayé de faire ça, de travailler spécifiquement aux heures auxquelles théoriquement tu étais plus productif, et qu'est-ce que ça a donné?
Bon alors là-dessus c'était un peu comme les tests de MBTI, c'est-à-dire que je le faisais un jour, j'avais un résultat et le lendemain j'en avais un autre et je le faisais un troisième jour, j'en avais encore un autre. Donc bon, j'ai essayé de voir quels étaient les plus probables. J'ai fait des tests et en fait c'est calqué sur ce que tu dis, le rythme circadien classique en réalité. Donc je sais pas ce que ça vaut, voilà. Mais malgré tout, le fait d'avoir un bon sommeil et un sommeil à certaines heures, c'est pas la même chose que si on dort la nuit par exemple. Typiquement, au plus je vais dormir tard, au moins j'aurai un sommeil de qualité. C'est-à-dire que les heures ne se valent pas, les heures de sommeil ne se valent pas. Voilà. T'as envie de dormir ? C'est exactement ce que dit Huberman dans son podcast. Et c'est un truc, et c'est ce que je disais au dernier épisode, tout le monde nous a toujours dit qu'il faut se coucher tôt pour mieux dormir, que c'est bien, patati patata. Sauf qu'on t'explique jamais comment ça marche en vrai, c'est-à-dire les mécaniques biologiques dans ton corps, ce qui se passe quand tu dors trop tôt, trop tard, etc. Et que du coup, ça te donne pas envie de le faire. Et le fait d'écouter ce gars-là et de comprendre un peu tout ce qui se passe, ben, je le fais toujours pas, mais j'ai très envie de le faire, de dormir aux bonnes heures. Et en fait, j'essaye de le faire et je pense que c'est un truc absolument crucial, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Du coup, j'essaye de faire absolument tout pour essayer d'avoir un cycle à peu près normal. Le problème, c'est que la facilité, c'est de se décaler. C'est tellement facile de se décaler rapidement. Tu as tendance à le soir grappiller, puis tu t'endors, il est 1 heure et tu dors mal et peu. Mais alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est bon, bah alors ça paraît un peu bête, mais essayer de mettre un réveil et de se lever tôt quoi qu'il arrive. Et bon, moi ça marche normalement sur moi, c'est le magnésium. Je trouve que vraiment ça a changé ma vie. D'accord. Vraiment avant après c'est non. Et ça En fait j'ai l'impression que c'est comme si toute la journée j'étais endormi et avec j'étais réveillé. D'accord, c'est fou. Et pas parce que t'as des carences, c'est juste. Ah, alors je sais pas parce que j'ai pas fait de test, mais il me semble que selon les études, évidemment là, j'ai aucune source, aucun chiffre, la majorité de la population est carencée en magnésium. Alors après, D'accord. à quel pourcentage, je ne sais pas, mais en tout cas, ça touche en France. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus carencées et chez qui ça fera beaucoup plus d'effet que d'autres. Parce que typiquement, il y a des personnes qui vont prendre certains compléments alimentaires. Là, je parle sur d'autres choses, de compléments alimentaires en général. Ils vont vraiment sentir un effet énorme, quoi. Vraiment, c'est un changement dans la vie. Et une autre personne ne verra absolument rien. D'accord. Et pour ça, c'est quoi? C'est une pilule que tu prends tous les matins pendant. Il faut un certain temps avant que ça fonctionne, j'imagine, ou ça t'est arrivé du jour au lendemain, vraiment ce flux d'énergie C'était assez rapide, hein. Je crois en 1 semaine ou 2. Vraiment, ok. c'était. Je me suis dit, c'est pas possible, Game mais changer. comment je passe ça à côté, quoi. Et jamais tu t'es arrêté depuis d'en prendre du magnésium pour. Non, j'en prends toujours. T'en je prends suis pas toujours, arrêté, ouais. ça c'est génial. Bah, je pense que je dois aller faire aussi faire une cure de magnésium parce que j'avoue que moi il y a des jours où je suis très fatigué mais je sais pas pourquoi en fait. Alors oui parce qu'on fait beaucoup de choses mais si vraiment ça peut aider j'ai bien envie d'essayer. Alors si t'as pas envie d'acheter du magnésium sous forme de magnésium, tu peux acheter des noix du Brésil. Parce que c'est vachement riche en magnésium. Et il y a un autre truc aussi. Oui, alors c'est pas la forme la plus biodisponible, c'est ça. Et ben tu mangeras plus de noix, voilà. Alors, oui, mais combien est-ce qu'il faut en manger pour avoir ta dose quotidienne ? Ouais, Parce que ça, c'est toujours l'argument que j'entends. Oui, mais dans mon alimentation, oui, d'accord, mais personne n'a une alimentation déjà parfaite, au millimètre près, c'est impossible. Et pour avoir sa dose de magnésium, typiquement, oui, dans le chocolat noir, mais tu manges une tablette de chocolat noir tous les jours. c'est aussi c'est manger impossible. 15 bananes d'un coup c'est pour avoir toute ta dose de magnésium d'une journée quoi. En fait, c'est ce que dit Michael Gundil. Je vous conseille de regarder. Il parle de sport. Enfin, lui, c'est beaucoup de bodybuilding, musculation, mais il parle aussi de santé, beaucoup depuis 1 an. Et lui, ce qu'il dit, c'est d'aller au plus simple. Voilà. Donc, moi, je vais au plus simple. Alors justement pour répondre à ça, je pourrais te dire que le plus simple, et pour éviter les frictions au niveau de la pratique et de l'achat, de dire j'achète des compléments, machin, etc. Est-ce que c'est pas justement les noix du Brésil ? Parce que c'est de la bouffe que tu trouves dans tous les supermarchés et que t'as pas la sensation de prendre des compléments alimentaires et le fait de oh mon dieu tu te drogues, tu prends des produits dopants, tu prends des pilules.
Et ensuite, le coup des noix du Brésil, c'est parce que justement, elles sont super concentrées. Enfin, je crois que pour le magnésium, c'est jouable pour se complémenter juste avec ça. Que t'as pas besoin d'en manger 2 kilos, quoi. Eh bien, prends du magnésium en supplément et mange des noix en plus. Voilà, après, évidemment, je ne conseille rien, je suis pas nutritionniste, je donne juste un retour Oui, d'expérience. clairement, Je me clairement. dédouane de toute responsabilité, d'accord? Ça, donc si vous voulez faire des choses comme ça, consultez un nutritionniste avant de faire toute action, évidemment. Ne prenez pas nos conseils pour des conseils d'un docteur ou d'un Ne nutritionniste. nous écoutez surtout pas. Ne nous écoutez surtout pas, ouais, ça serait important parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Ben, ça me rappelle un truc, c'était quand on était au Canada, on était au Ah oui, Canada au tous les trois en Canada. même temps d'ailleurs, Oh, on avait pris de la ouais. vitamine D. Oui, on avait eu des problèmes de ça. Est-ce que vous avez vu une différence, vous? Parce que moi, alors, Oui. vas-y, Oui, vas-y. oui, carrément. En fait, pour rappel, en fait, tous les trois, on s'est rencontrés au Québec. En fait, on vient de la même université dans la ville où on est maintenant, encore actuellement, on est retourné dans cette ville-là. Et en fait, Québec, c'est connu pour être un endroit où il y a peu de soleil, en fait. Et souvent, on développe des problèmes de vitamine D. Donc, nous, en fait, on vient d'un endroit qui est très ensoleillé dans le sud de la France, donc on n'a jamais vraiment ce genre de problème, à moins d'être isolé chez soi. Et en fait, j'avais fait des tests, justement, j'avais fait des analyses, et je me suis rendu compte que j'avais eu des carences de vitamine D. Et au Québec, ça se traduit souvent, c'est ce qu'ils appellent une dépression saisonnière, hein. C'est vrai que c'est pas un terme qu'on entend beaucoup chez nous, mais ils font beaucoup des séances de luminothérapie. Donc c'est la lumière artificielle qui va permettre de booster, parce que la vitamine D, on la produit pas en fait, on la synthétise à partir de la lumière naturelle du soleil. Si je me trompe pas, je crois que c'est bien ça. Et moi, quand j'ai fait une cure de vitamine D, ça avait complètement changé en réalité. Après, c'est vrai que chacun, et c'est comme tu l'as dit, peut-être comme pour le magnésium, peut-être beaucoup de gens sont carencés, mais n'ont pas vraiment forcément les effets néfastes de cette carence-là. Mais en tout cas, pour moi, la vitamine D, ça a été vraiment néfaste, hein. Il y a eu des moments où j'étais très fatigué, mais je comprenais pas pourquoi. Et surtout qu'en plus, l'endroit où on était faisait très froid et on avait tendance à rester à l'intérieur, donc on sortait pas forcément. Et quand j'avais fait cette cure, ça avait beaucoup changé pour moi, personnellement. Après, je sais pas pour vous, mais c'est intéressant si vous avez vos retours dessus. Ben, alors, ça me rappelle une étude. C'était au Cameroun où je crois 80% de la population était carencée en vitamine D. Alors pourtant, c'est un pays avec beaucoup de soleil. C'est fou, hein. Et ben, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, qu'effectivement, d'une personne à l'autre, pour y avoir un changement énorme, et chez une autre, pas du tout. J'avais pris, je crois que c'était quasiment en même temps que toi, de la vitamine D. J'ai vu aucune différence. D'accord. J'étais par la suite dans un pays nordique, j'en ai pris aussi, j'ai vu encore zéro différence. J'ai encore testé en France, zéro différence. Chez moi, ça ne change rien. Alors, là où le magnésium change ma vie absolument. Donc vraiment, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre et tout simplement de tester en fait. Ouais, Voilà, d'accord. voir ce qui nous correspond le plus. Et je trouve que c'est un outil puissant. Et alors maintenant, j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode depuis genre 1 ou 2 ans. Mhm. C'est dommage que ce soit un effet de mode parce qu'en réalité, c'est extrêmement important en fait. Ça change la vie. Enfin, pour moi, quand je sais que dire changer la vie, ça fait un peu trop exagéré, mais non, vraiment. Il y a vraiment un gain significatif. D'accord. C'est intéressant. Et le magnésium, on est d'accord, ça agit sur la fatigue, hein. C'est reconnu pour ça, ou c'est juste dans ton cas que ça a permis d'être moins fatigué, ou est-ce que tu l'avais vu quelque part, c'était un bon moyen d'améliorer la fatigue? Alors, oui, ça agit sur la fatigue, entre autres choses. En fait, un complément alimentaire, ça va agir sur une multitude Sur de plein de choses. choses, ouais. C'est comme la nourriture, en fait. Ouais. C'est tout simplement quand on mange un fruit, c'est pas « ah, c'est juste bon pour ça ». Donc oui, entre autres, ça agit sur le sommeil et la fatigue. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour ça que je continue à le prendre principalement. Mais ça a évidemment plein d'autres bienfaits, tout comme la vitamine D ou autre. Oui, parce que toi, tu as pu identifier que c'était le magnésium parce que tu manges quand même bien équilibré, hein. Tu fais du sport. Et c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui vont prendre des compléments alimentaires mais qui n'ont pas forcément vu les bases, par exemple l'alimentation, parce que ça a joué énormément sur la fatigue, hein, finalement. D'ailleurs, en réalité, les personnes qui bénéficieront le plus de compléments alimentaires, c'est les personnes qui n'ont pas une alimentation parfaite.
D'accord. Ça paraît logique parce que c'est eux qui auront le plus de carences par rapport à une personne qui vraiment essaye d'avoir une alimentation la plus complète possible. D'accord, oui, parce qu'en fait, ils ont pas, en fait, ils mangent comme ils mangent pas équilibré, ils ont pas pris tous les nutriments qu'il y a dans les aliments qu'ils sont censés manger en fait. Exactement. Typiquement, si une personne mange zéro fruits et légumes, ça va plus lui bénéficier un multivitamine qu'une personne qui en mange régulièrement. Il y a des études dessus. Bon, c'est pas une chose à faire, hein. Et du coup, est-ce que c'est bien de faire manger que du riz par exemple et prendre des compléments alimentaires à côté comme ça on a tout. Bah, écoute, nous avons une personne qui ne mange que du riz juste à ma droite. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je mange également des noix du Brésil. Bon alors c'est bon, c'est complet. Il y a un autre complément aussi, je trouve, qui est, si je devais en prendre que deux, ce serait magnésium et zinc. Vraiment sur l'énergie aussi, je vois un gain. Ces deux-là couplés, c'est vraiment extrêmement puissant. Après, j'avais vu que c'est beaucoup pour les hommes, ça agissait sur la testostérone avec la vitamine D. Bon, moi, vitamine D, comme je vous dis, je vois qu'une différence. Mais zinc, magnésium, vraiment, au niveau énergie, sommeil, concentration, tout, il y a vraiment une énorme différence. Et je regrette de ne pas m'y être intéressé beaucoup plus tôt dans ma vie. Bon, il vaut tard que jamais, mais vraiment, un Ouais, game changer. Ça a changé aussi pour ta créativité et tout ça, donc c'est intéressant. Et alors, tu prends plutôt le matin, plutôt le soir? C'est quoi? C'est des gélules? C'est de la poudre? Tu la sniffes? Alors, il y a des recommandations différentes pour chaque type de complément. Le problème, c'est que on va tomber sur des recommandations différentes, parfois selon les pays même. Même au niveau des dosages, typiquement que ce soit en France ou aux États-Unis, les dosages changent complètement. Donc, j'ai pas de réponse. Moi, ce que je dis, le mieux, c'est de prendre la dose minimale pour pas être surdosé, parce que il faut que ce soit bénéfique, pas que ça cause des problèmes. Mais globalement, le magnésium, moi, je le prends plutôt le soir. Le zinc également. Ouais. Pour aider à s'endormir aussi. Et alors, quand tu dis que ça agit sur la fatigue, en fait, est-ce que c'est juste ça te donne un meilleur sommeil et parce que tu as un meilleur sommeil, tu es moins fatigué, tu es plus productif? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui se passent dans ton cerveau qui font que quand tu prends du magnésium et du zinc, tu es moins fatigué, plus productif? Pour une même nuit de sommeil, avec un même nombre d'heures de sommeil et une qualité à peu près similaire, si j'ai pris du magnésium et du zinc, j'aurai toujours plus d'énergie. Toujours. Globalement, j'ai l'impression aussi d'avoir une qualité de sommeil qui est un petit peu meilleure, malgré tout. Mais même si j'ai un sommeil à peu près égal, j'aurai toujours plus d'énergie. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. J'ai pas cherché plus que ça, j'avoue. Ce sera intéressant de chercher. Voilà, est-ce que je vous ai convaincu? Oui, tu m'as convaincu, hein. Je pense que j'allais faire une cure. On ne recommande toujours pas consulter un docteur, hein. C'est juste que c'est ma propre décision personnelle. Mais j'avoue que je vais tester. Je pense que pourquoi pas. Et je te ferai un retour. Je te ferai un retour une fois si j'ai des résultats et on pourra en parler dans un prochain podcast, hein. Ça pourrait être intéressant. Tu me diras si tu veux des marques qui sont françaises et que j'ai sélectionné qui ont l'air plutôt saines. Ouais, carrément, trop bien. Eh écoutez les gars, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle. Ça doit faire 50 minutes. Parfait pour conclure sur notre prochaine gamme de compléments alimentaires que nous allons lancer. Si tu me la question. Peut-être. Tu veux. Écoutez, je pense qu'on a bien parlé ce soir. Est-ce que vous en pensez? On conclut sur ça ou... C'est le deuxième podcast. C'est le deuxième podcast qu'on a fait. Alors c'est le troisième parce qu'on a fait un essai, tout premier essai qu'on avait enregistré il y a 3 semaines et au final on a perdu le fichier. Voilà. Bon, enfin, on pourra considérer comme si c'était un premier test avorté, mais qui était très intéressant pour s'améliorer en termes d'élocution, et c'est ce qu'on cherche à faire au fur et à mesure des podcasts. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du MBTI, ce que vous pensez des tests de personnalité, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos expériences, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que dans le travail, il y avait des tests plus intéressants que d'autres? Est-ce que qu'est-ce qui fait que le MBTI c'est bullshit et que c'est de l'astrologie? Ça je serais de voir vos expériences. Non. Je serais très curieux et en fait c'est intéressant parce que du coup s'il y a des
des arguments intéressants contre, et ben on pourra les débattre. Et s'il y en a des intéressants pour, et ben ce sera intéressant de les lire aussi. Et puis, pour revenir sur le deuxième sujet, les compléments alimentaires, vous en prenez pas. Qu'est-ce qui marche sur vous, qu'est-ce qui marche pas. N'hésitez pas à nous dire. Bah super. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. À part, Précision, c'est le deuxième podcast. L'addiction, on essaye d'améliorer, etc. Donc je pense, on espère qu'avec le temps ça s'améliorera, et surtout si vous nous faites des feedbacks pour nous améliorer aussi, ça peut grandement nous aider. Et comme a dit Yo, si vous avez des questions sur les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, ou vous avez envie d'aborder des sujets, proposer des sujets qui nous intéressent, nous sommes experts dans à petit peu près tous les sujets, donc pas de souci. Humour. On lira tous les commentaires. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a lu tous les commentaires puisque les podcasts n'ont pas encore été postés et il y en a eu 0. C'est génial. Bon, merci à tous d'avoir écouté, merci. et puis au prochain podcast. Salut. Salut.